Très bien. Alors, bonjour à tous. On se retrouve pour cette deuxième masterclass de la journée dans le cadre de la conférence de la semaine de l'IA, pardon. Et donc aujourd'hui, on va présenter une association qui s'appelle IA for Tomorrow et leur challenge qui s'appelle l'Innovation Challenge. Et pour ce faire, j'ai Lucas Thierry avec moi qui va nous parler de tout ça, un peu démystifier la chose. Donc vraiment, l'idée de cette conférence aujourd'hui, c'est d'un peu tout démystifier autour de l'entrepreneuriat et de l'IA et voir un peu des cas d'usage. Et on parlera un peu de médecine avec Lucas, puisque c'est là-dedans que tu travailles. Donc voilà, je te laisse te présenter et présenter IA for Tomorrow. Merci Pierre. Bonjour à tous. Très rapidement, effectivement, Lucas Thierry, moi je suis vice-président et cofondateur d'AI for Tomorrow. Et en parallèle, je suis associé d'une spin-off de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, dans laquelle j'évolue depuis maintenant 1 an. Donc AI for Tomorrow, c'est quoi? AI for Tomorrow, c'est une association de la loi 1901 qui a été créée pendant le premier confinement. Le constat était simple, était de dire je participais à beaucoup de hackathons. Hubert Meroche, le président aussi, qui est un alumni de l'EM, en faisait quelques-uns. Et on discute un petit peu dans notre entourage, on se rend compte que les hackathons, en fait, on travaille super bien nos pitchs, on fait de belles présentations, on arrive à en gagner certains, à performer dans d'autres, mais au final, il n'y a jamais de produit, il n'y a rien de concret. Et il y a une dynamique comme ça qui se lance sur le hackathon pendant le premier confinement, alors que les gens cherchaient du concret, cherchaient à être utiles. Et donc là est venu le déclic de se dire, il faut peut-être qu'on crée autre chose que ce hackathon. Il faut qu'on arrive à améliorer ce modèle-là. Et il faut surtout qu'on arrive à déboucher sur des produits. Mais comment on fait ça? Déjà, en élargissant la tranche. Donc, au lieu de faire ça sur 3 jours, on fait ça sur 3-4 mois. L'autre constat est de dire comment on peut créer. Moi, je travaille dans le domaine médical depuis toujours. Comment on peut créer un produit à destination de soignants, à destination de médecins, à destination de patients sans les avoir rencontrés? C'est impossible. Et en 2 jours, on ne peut pas l'avoir fait non plus. Donc, l'idée est de dire réunissons l'ensemble de ces mondes, créons un programme et accompagnons des projets pour qu'à la fin de notre concours, quand ils pitchent, ils aient un MVP, un business model, et que ça puisse déboucher ou sur des entreprises ou alors sur des algos libres de droit, des associations, mais sur des choses qui aient une fin utile et palpable. Voilà rapidement. Donc, c'est très jeune, hein. Ça a été créé par des étudiants et des jeunes diplômés. Il y a une grosse communauté de l'EM Lyon, pour rien vous cacher, au sein des cofondateurs. Donc, Hubert est de l'EM Lyon, Camille, Hamza et Ibrahima sont de l'EM Lyon. On est 2 à ne pas être de l'EM Lyon, Quentin et moi. Quentin, lui, est ingénieur. Et pour ma part, à l'origine, moi, je suis professionnel de santé. J'ai fait de la recherche en neurologie pendant quelques années. Je suis ostéopathe et j'ai terminé mes études à l'ESSEC. J'ai fait une partie de mon cursus à Singapour et où j'ai soutenu une thèse sur justement l'IA dans le monde de la santé et la nécessité d'aller intelligence collective et gouvernance européenne. Et intelligence collective, je pense que c'est un terme sur lequel on va beaucoup revenir dans l'échange qu'on va avoir tous ensemble ce soir. N'hésitez pas à me couper si vous avez des questions, à les mettre sur le chat, parce que c'est le fil rouge de cette association. Et je pense que c'est un des fils rouges qui conduira à la performance de beaucoup de projets, en tout cas dans le domaine entrepreneurial. Très bien. Alors, je t'interromps juste. Tout le monde a bien entendu dans la salle, etc. C'était assez clair ou pas? Tout le monde arrive à entendre? C'est un peu le son, nickel. Parfait. C'est bon pour le son? Très bien. Donc je t'en prie, on a eu un petit problème technique. Déjà des questions dans l'assemblée peut-être? Sur le chat, on n'en a pas ici, sur la présentation. Moi, je te laisse présenter alors le projet un peu plus en détail. Rapidement, hein, le projet, il a été quoi? Il a été de créer un écosystème au service des jeunes. Notre concours, il est destiné à tous les jeunes francophones de moins de 28 ans. Le but, c'est de pouvoir permettre à des jeunes d'impulser des projets de manière 100% gratuite et bénévole. Donc, comme je vous le disais, c'est un programme pour l'Innovation Challenge. On va d'abord axer sur ce sujet-là, qui s'étale sur 3-4 mois. Je vous montrerai le calendrier par la suite. Et le but de ce programme, il va être d'accompagner ces jeunes. Donc, chaque semaine, il y aura des cours qui seront donnés pour l'ensemble des participants le lundi, 1 à 2 heures de cours. Et en parallèle de ça, les participants pourront solliciter un coach, un mentor, qui lui sera complètement dédié au projet et qui le suivra sur ces 4 mois. Le but, c'est de pouvoir accélérer certains incubateurs, mais de manière gratuite et sans prise de part dans vos capitaux. Et ça, en parallèle de votre activité et avec des célébrités, vous pouvez en voir certaines. Cédrico est le parrain de l'édition 2021.
Jean-Michel Blanquer a été le président d'honneur de la finale 2020. Cédric Villani est le parrain de la dernière édition. Yoshua Bengio, le prix Turing, c'est le pape de l'IA, a ouvert l'édition 2021. Laurence de Villers, qui est professeure d'IA éthique au CNRS et à la Sorbonne, mais qui est surtout une des femmes les plus écoutées dans le monde sur tout ce qui est éthique et IA, et notre marraine, et ce depuis 2 ans. Pascal Bornet a lancé un jeu concours. D'ailleurs, si certains d'entre vous peuvent aller sur le profil de Pascal pour liker son post, ça nous rendra service. Car il s'agit d'un jeu concours où nous gagnons de l'argent grâce à Pascal, qui est un des key partners des AI for Tomorrow, qui est l'ancien directeur AI de chez McKinsey. Elise Buckel et Jean-Gabriel, que vous avez déjà entendre parler aussi. L'idée, c'est d'apporter un écosystème d'excellence au service de la jeunesse française, pour qu'on puisse tous ensemble développer ces projets, vous accompagner dans leur développement. Et aujourd'hui, les différents types d'actions qu'on va avoir, ça va être sur une partie de l'année Innovation Challenge. Je vous présenterai le planning juste après. Et le reste de l'année, pour pouvoir continuer de faire vivre la communauté, on va avoir une activité de type think tank avec des articles, des talks et des meet-ups. Le but, c'est de faire vivre la communauté que je vous ai présentée juste avant. Là, vous avez vu que les gros KOL, mais il y a une communauté de 150 personnes qui interagissent toute l'année au sein des AI for Tomorrow. Et le but, c'est que cette communauté, elle puisse vous servir au quotidien et surtout dans vos relations pro pour après. C'est ça qui est intéressant. C'est que des gens qui sont top niveau. Et ces gens-là prennent des gens qu'ils ont testés. Il y a un vrai intérêt RH. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus. L'intérêt RH, c'est qu'un CEO qui s'inscrit dans la dynamique AI for Tomorrow va donner de son temps bénévolement à des équipes de jeunes. Pour lui, c'est intéressant parce qu'il garde une activité d'enseignement et il reste au contact du terrain. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est ce que nous disent beaucoup de CEO, c'est qu'ils vont pouvoir aller repérer des jeunes qui sont motivés par un sujet et ils vont pouvoir voir comment ils évoluent sur 4 mois. Ils vont pouvoir voir leur aisance orale, ils vont pouvoir voir leur rendu théorique, ils vont pouvoir voir leur capacité à mobiliser autour d'eux. Donc, en fait, ça fait derrière pour eux des profils ultra sécurisés dans le cadre de l'emploi. Donc, tous ces gens-là, il faut pouvoir les animer toute l'année avec cette activité de think tank en dehors de l'Innovation Challenge, où là, ils ont une activité qui représente 1 à 2 heures d'investissement par semaine. Et l'Innovation Challenge, le but, on va résumer tout ce qu'on s'est dit. L'an dernier, on a accompagné 150 jeunes. Sur 150 jeunes, on a eu 8 équipes qui ont été finalistes. Sur les 8 équipes qui ont été finalistes, on en a 3 qui ont levé des fonds, dont une équipe qui était composée par les étudiants de l'EM Lyon, qui s'appelle Localité, qui aujourd'hui a créé une structure qui fonctionne plutôt pas mal, qui a gagné 2 500 € de mémoire, Localité, sur la finale du concours, et qui est aujourd'hui encore accompagné par son équipe de mentors et de coachs qu'il a suivi tout au long de l'année dernière, et par l'équipe AI for Tomorrow qui a lancé une promotion d'alumni. Donc, si on résume rapidement les grands éléments au final de cette Innovation Challenge numéro 2, l'intérêt, c'est de pouvoir accompagner des équipes de jeunes avec des mentors tech et business. Attention, il n'y en a pas un, il y en a souvent plusieurs. Avec des workshops exclusifs chaque semaine. Mais surtout, l'intérêt pour vous, c'est de pouvoir accéder à la communauté pour pouvoir développer votre réseau dans ce domaine-là, pour pouvoir faire des connexions pour votre projet qui vous permettra de le faire scaler, mais aussi derrière pour pouvoir débuter un parcours ou une carrière dans ce domaine qui est un microcosme. On va parler de l'IA au terme général qui est un microcosme, après on va parler d'IA dans les spécialités, et là c'est encore plus petit. Et intégrer cette communauté, c'est une garantie de pouvoir évoluer dedans derrière, que ce soit via AI for Tomorrow ou via d'autres, car le réseau AI for Tomorrow aujourd'hui il est en train de se développer. Nous, notre cible, c'est les jeunes qui veulent lancer des startups francophones de moins de 28 ans. Donc francophone, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des Français. On travaille beaucoup avec le Canada et le Maroc. Et derrière, on est en train de travailler avec 2 autres entités. Une qui va aller cibler des professionnels de santé et des startups dans le domaine de la santé spécifiquement. Et une autre qui va aller cibler du grand public pour l'acculturer au final à toute cette dynamique qui est l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui est un mot qui fait à la fois peur et à la fois qui excite beaucoup. L'idée, c'est de pouvoir rapporter une sorte de raison. C'est ce qu'on a essayé de faire sur les webinars, c'est ce qu'on s'efforce de faire toutes les semaines sur les webinars. On n'a pas la science infuse, donc c'est au final la communauté qui va pouvoir faire vivre cette dynamique-là via des questions-réponses et via des meet-ups. Pour ce qui concerne l'Innovation Challenge 2e édition, donc celle qui nous concerne plus spécifiquement aujourd'hui, même si le but n'est pas de parler que de ça, il y a 2 grandes phases. Il y a une phase d'idéation et de constitution d'équipe, et puis il va y avoir une phase de développement de projet.
qui est la phase de 4 mois dont je vous parlais tout à l'heure, les inscriptions, elles ont déjà débuté. Depuis le 8 septembre, on fait des sessions d'idéation et on a un cercle de conférences. Donc, on a une conférence tous les lundis et tous les mercredis, et ce jusqu'à mi-octobre. Et chaque jeudi, sur Teams, on propose des sessions d'idéation où des futurs participants vont pouvoir aller rencontrer l'équipe de Innovation Challenge, dont je ne fais pas expressément partie. C'est une équipe qui est complètement dédiée au concours, qui est composée d'un enseignant du wagon, du directeur IA de chez Vinci. Il s'appelle Léonard, exactement, le laboratoire dans lequel évolue Quentin. Et c'est eux qui vont accompagner les étudiants à créer leurs idées et dans cette phase d'idéation. Et ensuite, le 17 octobre, on va réunir un comité éthique qui est présidé par Laurence de Villers, ainsi qu'une équipe d'experts qui va les sélectionner les meilleurs dossiers pour pouvoir les intégrer au parcours d'accompagnement. Et ça durera jusqu'au 26 janvier 2022. À la fin du 26 janvier 2022, on récupérera les dossiers et avec ce même comité d'experts, on va en sélectionner certains pour aller sur une grande finale. Je ne peux pas encore vous dire où sera la finale, mais a priori, ce sera une finale en physique. L'an dernier, elle devait se faire à l'Assemblée nationale. Malheureusement, on n'a pas pu parce qu'il y a eu le Covid. Ensuite, elle devait se faire au Centre de recherche interdisciplinaire à Paris. On n'a pas pu parce qu'il y a encore eu le Covid. Donc, elle s'est faite en Zoom. Le but de cette année, c'est de faire la finale dans un lieu qui soit à la hauteur des 2 premiers lieux que je vous ai cités, en physique, avec des sponsors. Aujourd'hui, le concours il va être sponsorisé cette année par Preligence, par Data Robots, pour ceux qui connaissent, par un cabinet d'avocats qui s'appelle Udimec, et on a une très grosse discussion avec 2 gros acteurs, dont une GAFA, pour tout vous dire. Voilà un petit peu les éléments sur l'Innovation Challenge. Je pense que le but, Pierre, notre échange, c'est aussi de pouvoir ouvrir un petit peu la discussion. N'hésitez pas à interagir s'il y a des questions, parce que ce n'est pas quelque chose de très sympa si on n'arrive pas justement à échanger et à se dire les choses. Mais je suis complètement à votre disposition. Moi, je pense qu'on peut faire déjà une prise de hauteur. Les sujets qu'on adresse aujourd'hui, c'est des sujets uniquement AI for Good, et ce dans 3 verticales, une verticale santé, une verticale société, une verticale environnement. Et au sein de chacune de ces verticales, et si vous le souhaitez, je vous y encourage fortement. Je pense qu'il faut avoir une expérience terrain. Il faut pouvoir rencontrer des professionnels dans chacun de ces domaines pour pouvoir lancer l'entreprise. Il faut pouvoir avoir justement cette partie tech avec des coachs qui vont vous accompagner. Il faut avoir cette partie business. Et si on n'a pas cette triplette-là, je vois mal comment aujourd'hui on peut scaler et faire quelque chose de pertinent. Donc, c'est un profil business qui sort de l'EM Lyon aura une plus-value et une valeur tout aussi importante qu'un profil technique qui sort de l'Epitech ou que l'infirmier pour lequel vous allez développer, par exemple, votre IA ou le médecin. Et c'est là que vous avez tout intérêt, au final, vous, à constituer des équipes le plus pluridisciplinaires possible et à vous positionner comme celui qui comprend les différents domaines. Et là, on rentre dans cette dynamique d'intelligence collective. Et c'est ça, à mon avis, qui fera que votre projet à vous, il arrivera à faire la différence. Et c'est ce qu'on a vu l'an dernier sur la dernière promotion. Très bien, merci Lucas. Je ne sais pas si déjà il y a peut-être des questions dans la salle pour ceux qui souhaitent. Moi, il y a une première question que je voulais savoir, c'est donc tu nous as présenté le challenge, tu nous as expliqué tous les tenants et les aboutissants. Moi, ma première question, c'est en fait, qu'est-ce qui vous a motivé? Parce que tu l'as expliqué, cette idée de rassembler les jeunes, etc., de valoriser l'IA. Est-ce que c'était la seule motivation pour essayer de faire en sorte que les jeunes entreprennent dans ce secteur? La motivation a été multiple. Elle a été dans un contexte assez particulier qui était le confinement, de dire on veut faire quelque chose d'utile, on veut créer et on veut arrêter de participer justement à ces hackathons et de voir les collègues participer à des hackathons pour ne rien rendre. L'autre sujet était que on se rendait bien compte qu'il y avait un besoin qui était crucial, que la réponse, elle devait passer par cette jeunesse qui était justement, ils nous l'ont assez répété, disons en difficulté, qui avait besoin de trouver un sens. Et l'autre sujet est que demain, l'IA va, qu'on le veuille ou non, prendre de plus en plus de place dans notre quotidien. Si on veut pouvoir être acteur de ce changement, il faut qu'on le comprenne. Si on veut le comprendre, il faut qu'on se forme. Et donc, l'idée était de se dire comment on fait pour se former à cette technologie et comment on fait pour en être acteur. Et ben, on va réunir
l'ensemble des personnes qui aujourd'hui œuvrent pour cette tech dans différents domaines, l'ensemble des spécialistes qui aujourd'hui ou la subissent ou en profitent. Et on se rend compte que ceux qui la subissent, c'est ceux qui la comprennent pas et c'est ceux qui la co-développent pas. Donc au final, la motivation elle a été de se dire, il faut que la jeunesse prenne en main ce sujet, se forme, qu'on démystifie tout ça pour que demain, on puisse en faire quelque chose de positif parce que quoi qu'il arrive, de toute façon, on l'aura dans notre quotidien et on le voit déjà. Hein. Il y a certains pays asiatiques dans lesquels c'est extrêmement présent, et même dans notre quotidien à nous, où elle prend de plus en plus de place. Hein. Et justement, on a cette impression que l'IA, c'est une boîte noire, que si on n'a pas fait école d'ingénieur ou qu'on n'est pas doctorant en maths, on ne peut pas travailler là-dedans. Tu réponds quoi à tous ces néophytes qui ont peur de se lancer parce que justement, ils considèrent que les secteurs tech, ce n'est pas pour eux parce qu'ils ont fait du marketing, de la RH, etc. Tu conseillerais à quoi pour qu'ils se lancent dedans et qu'ils aient envie soit de participer à vos concours, mais plus généralement à avoir une carrière dans la tech et surtout dans l'IA? Je vais prendre un exemple très bête pour y répondre. Il y a 6 mois, à la PHP, il y a 2 ingénieurs qui sont venus me voir. Ils sont venus me voir avec une innovation qui, à leurs yeux, était incroyable. C'était un brassard qui permettait de prendre toutes les métriques possibles et imaginables chez un patient, tout ça sans fil et relié à une centrale. Sauf que eux, leur brassard, ils ne savaient pas quoi faire. Derrière, il y avait une IA qui tournait sur le logiciel qui permettait de créer des erreurs pour le médecin. Sauf que leur produit, là, il valait 0. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas où le mettre à l'hôpital. Ils ne savaient pas quelles étaient les problématiques auxquelles leur produit pouvait répondre réellement pour le médecin. Ils ne savaient pas comment créer un business plan pour que ce produit puisse être commercialisé et développé. Ils ne savaient pas comment réglementairement leur produit allait être implanté. Et ils ne savaient pas non plus comment ils allaient le marketer et qu'est-ce qu'il fallait mettre derrière ce produit pour aller chercher des fonds à la BPI, pour aller chercher un usinage du produit et un proto. Et passer du proto à la grande échelle, ça, ils ne savaient pas faire. Et leur produit, pour eux, on allait le mettre en pharmacie. Aujourd'hui, parce qu'il y a eu des profils comme les autres, parce qu'il y a eu des profils réglementaires, parce qu'il y a eu des gens qui sont venus dire, moi, à l'hôpital, mon problème, c'est aux urgences, monitorer 15 patients d'un coup. Comment je fais? Là, votre solution, elle peut y répondre. Et parce qu'il y a des gens qui ont réussi à faire toute cette analyse stratégique et business, aujourd'hui, c'est une startup qui est valorisée à 8 millions d'euros. Et ça, en 6 mois et demi. Donc, l'ingénieur qui sait coder, c'est très bien, mais s'il n'a pas l'ensemble des éléments qui vont lui permettre de positionner et de faire évoluer son produit, il n'ira nulle part. Donc, en fait, vos profils à vous et tous les profils business, sur toute la stratégie d'implémentation du produit sur sa chaîne de valeur et sur la compréhension des différents discours, ils sont capitaux. Et il n'y en a qu'à voir, c'est que la plupart des product managers en entreprise, c'est rarement des ingénieurs. Donc, je pense que c'est la meilleure chose que je puisse répondre. Moi, je ne sais pas coder et pourtant, j'accompagne une dizaine de projets d'IA à la PHP et dans d'autres hôpitaux. Donc, la conclusion, c'est que l'IA, quand même, ça reste quelque chose d'accessible pour tout le monde. Qu'importe votre profil, on a besoin de linguistes, d'entrepreneurs, de personnes qui ont des compétences métiers pour travailler là-dedans, si je résume bien. Exactement. L'IA, aujourd'hui, il ne faut plus la voir comme une boîte noire, il faut la voir comme une technologie qui a besoin d'être encadrée, accompagnée et développée. Et pour être encadré, il faut des juristes. Pour être développé, il faut des profils commerciaux, business, stratégiques. Pour pouvoir être conçu et avoir surtout une raison d'être, il faut aller identifier des besoins et y répondre grâce à une technologie. Donc, l'IA, elle n'est pas réservée qu'aux ingénieurs, sinon elle n'aurait pas de sens. Et justement, tu as un terme que tu as employé, c'est avoir la compréhension du business, comprendre le besoin de la personne, etc. Justement, là, il n'y avait pas de compréhension du besoin. Avec ton travail, tu as dit que tu travaillais à la PHP tout à l'heure. Comment tu utilises ou tu sensibilises les personnes à l'IA dans le secteur médical? Comment on fait comprendre à des médecins, à des infirmiers, à des aides-soignants que l'IA, ça peut être un atout sans pour autant quelque chose qui va les remplacer ou les contrôler ou d'autres clichés qu'on peut entendre? Okay. Pour moi, il y a 2 types d'innovations. Il y a les innovations disruptives et il y a les innovations incrémentales. Le médecin, il a un défaut, c'est son ego, la plupart du temps. Donc, on ne va pas aller remplacer le médecin avec de l'IA disruptive tout de suite. Sinon, c'est clair qu'on n'aura aucune adoption de la technologie. Par contre, l'IA incrémentale, si elle est co-développée avec ce médecin, alors elle fait sens. Et ce qu'on a développé avec AI for Tomorrow, c'est ce que je fais au quotidien au travail, c'est du co-développement.
Ça veut dire qu'au final, vous allez arriver avec une idée. Moi, j'ai des startups qui arrivent avec des idées et vous allez vous mettre autour d'une table chez i4Tomorrow, comme ce que je fais à l'hôpital, hein, et on va organiser un board. C'est ce qu'on fait, par exemple, dans le cadre d'un cancer. L'exemple du cancer est le meilleur. Quand on a un cancer, on va aller chercher l'oncologue, on va aller chercher le radiothérapeute, on va aller chercher l'infirmier qui fait les soins à domicile. S'il y a besoin, malheureusement, toutes les personnes qui vont pouvoir faire des prothèses, la napate, et on va réfléchir tous ensemble à comment on prend en charge ce cancer. C'est peut-être des réunions de concertation pluridisciplinaires, ça se fait aussi en psychiatrie maintenant. Et on va faire la même chose dans le cadre de la tech. On va dire, on a une startup qui vient, elle a une idée, on va mettre 1, 2, 3 médecins autour de la table, peut-être 2 infirmiers, 2 directeurs hospitaliers, un acheteur, et tout ça, il va falloir l'orchestrer. Et il faut qu'à la fin de ces réunions, on en fait 1, 2, 3, 4, la startup sache où elle va, tant d'un point de vue médico-économique que d'un point de vue stratégique, que d'un point de vue clinique. Et si elle arrive à répondre à cette triptyque, alors son produit il sera pertinent, il sera expérimenté à l'hôpital. Et donc derrière, ça lui permettra à elle d'accéder à l'étude clinique, qui lui permettra d'accéder au remboursement et à toutes les voies qui permettent d'accéder au marché dans le cadre d'un produit de santé. Et c'est ce qu'on fait chez i4Tomorrow. C'est que votre projet, on va le faire accompagner par ce board qui sera sur mesure. Un projet médical chez i4Tomorrow aura un board médical. Un projet environnemental aura un board environnemental. Et Lise Buckle va accompagner des projets. Luc Julia accompagne des projets en fonction de la nature du projet. Et tous ces gens-là, ils vont réfléchir au cadrage de votre projet. Et chaque semaine, c'est ces gens-là qui vous conseilleront et qui vous orienteront. Ceux qui lanceront des projets dans le médical, moi, je les accueillerai avec grand plaisir à l'hôpital, que ce soit dans un bloc opératoire, aux urgences ou je ne sais où. Et c'est ce que feront exactement tous les médecins qui sont chez i4Tomorrow. Et de même, pour l'ensemble des piliers que vous allez avoir à adopter, le but, c'est vraiment de pouvoir avoir cet accompagnement englobant qui vous permettra à vous, demain, de faire un projet qui réponde à un besoin terrain de manière éthique et de manière surtout opérationnelle avec des ingénieurs. Parce que comme tu disais, Pierre, il en faut quand même, parce que c'est eux qui vont coder. Ce n'est pas nous qui allons coder. Mais par contre, ils vont coder en ayant l'ensemble de cette matrice que vous êtes allé chercher. Et derrière, vous serez accompagné aussi d'un point de vue réglementaire et marché sur la suite des événements. Et si tout se passe bien et que vous arrivez à performer en finale, vous avez dû le voir sur une des slides, nous, on va remettre quelque chose comme 70 000 € de dons cette année. Il y a une partie des dons qui sont de l'argent, il y a une partie des dons qui sont de l'accompagnement, tant juridique que de l'accompagnement qui va être beaucoup plus technique avec des coachs qui vont continuer de vous accompagner derrière. Pourquoi pas des leveurs de fonds qui vont vous aider à faire naître votre projet. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer cet écosystème vertueux autour des idées des jeunes francophones. Et peut-être une question un peu plus personnelle, mais quand tu entends, etc., il y a cette idée que ce que tu apprécies, c'est cette relation avec autrui, cette idée de faire rencontrer plein de personnes de milieux différents pour un projet commun. Tu parlais de l'exemple dans le traitement d'un cancer pour une IA qui va essayer de résoudre tout cela. Moi, ma question, c'est qu'est-ce qui t'a motivé à entreprendre dans ce secteur-ci? Qu'est-ce qui te motive chaque matin à te lever pour te dire ce que je fais, c'est bien, etc. Quelles ont été on va dire, les causes de ce choix de carrière? Moi, j'étais prédestiné à une carrière de cabinet. Et quand j'ai vu mes premiers copains commencer à poser leurs plaques, je me suis dit que c'était mon pire cauchemar. Que me lever le matin pour aller faire des patients de 8h à 20h, ça ne me correspondait pas du tout. Que je voulais avoir une action beaucoup plus large, je voulais avoir une prise de hauteur. Il se trouve que j'ai pas mal fréquenté le M Lyon pour d'autres raisons. Donc, j'ai pu rencontrer des gens qui m'ont aussi montré un petit peu leur domaine, que je ne connaissais pas, de par ma formation initiale. Et ce qui m'a motivé derrière à faire une école de commerce, à découvrir tous ces éléments-là. Je ne vais pas te cacher que mon séjour à Singapour m'a quand même aussi bouleversé. Et derrière, le lancement des i4Tomorrow a renforcé encore plus cette volonté de m'investir au quotidien là-dedans. Et le projet qu'on m'a proposé de rejoindre à la PHP rassemblait l'ensemble de mes objectifs, tant sur le point de vue éthique, clinique que business. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est un milieu qui est extrêmement
extrêmement réactif, que la crise de Covid, elle a fait que catalyser le marché. Donc aujourd'hui, on a une pression marché, une pression client qui est énorme. Les boîtes naissent comme des petits pains. J'étais encore aujourd'hui là sur un congrès de chirurgie 4.0. Quand on se rend compte que rien dans une spécialité qui est la chirurgie orthopédique, on a peut-être une boîte qui naît par mois sur ces sujets-là. C'est un marché qui est très porteur. Et moi, en tout cas, qui me plaît beaucoup parce qu'il me permet d'avoir un travail à la cheval entre le terrain, les institutions et la start-up. Très bien. Et justement, toujours pour donner un cas d'étude, donc là, tu parlais de la médecine. Justement, je reviens sur le cliché. J'adore le reprendre parce que moi, je l'aime pas. J'aime pas quand les gens me disent ça, mais c'était de l'IA nous contrôle, etc. Il y a récemment le British Journal of Medicine qui a publié un article critiquant les outils d'IA capables de détecter les cancers du sein. Et je voulais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que toi, tu penses qu'actuellement, on se dirige vers une IA en médecine qui est un outil ou une IA qui remplace totalement le médecin? Parce que quand on lit l'article du British Journal of Medicine, on a un peu l'impression que voilà, ces IA, elles ne sont pas très utiles parce qu'elles ne sont pas très puissantes. Mais justement, est-ce qu'on ne peut pas défendre la thèse aussi que l'IA, ce n'est pas là pour remplacer un médecin, mais c'est juste un outil, comme un marteau, qui va aider le médecin à sa prise de décision sans pour autant lui enlever sa décision? Ben, tout simplement, hein. Il y a 500 ans, quand on auscultait un patient, on prenait un bout de bambou, on le collait contre son oreille et on le mettait sur le cœur du patient. Ça ne s'appelait pas encore le stéthoscope. Ensuite, il y a un mec qui s'appelait Laennec qui a pris deux pavillons, qui a mis un bout de caoutchouc et qui a mis une espèce de petit rond autour. Ça s'appelle le stéthoscope. Il n'y a pas très très longtemps, on a créé un truc qui s'appelle l'échographe. Et toutes ces innovations, elles ont fait quoi? Elles n'ont pas remplacé le médecin, elles l'ont rendu plus performant, elles lui ont libéré du temps. Et aujourd'hui, c'est au service du patient comme du soignant. Donc l'IA, elle aura le même rôle. L'IA ne remplacera jamais le médecin pour deux raisons. C'est que le patient, aujourd'hui, il a besoin de plus de preuves et il remet en question l'avis du médecin très fréquemment. Donc l'IA, elle permettra déjà aux soignants de gagner en confort et en certitude face à son patient. C'est triste à dire, mais c'est une réalité. Parce qu'il y a une quantité d'informations disponibles dans le médical qui fait qu'aujourd'hui, on a besoin de pouvoir la croiser pour apporter plus de certitude aux patients. Et l'autre point, c'est qu'elle va surtout permettre aux médecins d'être beaucoup plus performants parce que les connaissances du médecin elles se limitent à ce qu'il peut apprendre. L'intérêt de l'IA, c'est que le médecin il ira interroger l'IA ou pour confirmer un diagnostic ou alors pour l'étayer et pour aller plus loin dans sa recherche. On parlera de médecins augmentés, mais pas de médecins remplacés. Mais justement, ça rejoint peut-être une autre question. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas, bien évidemment, dans le chat ou pour les personnes présentes dans la salle. Mais du coup, selon toi, on va vers là, actuellement, l'IA qui se développe, etc. Tu as dit qu'il y avait un florilège de sociétés qui étaient en train de se créer. Justement, c'est quoi, toi, ta vision sur les années à venir, pas forcément à long terme, mais à court ou moyen terme, sur ce qui est en train de se passer comme bouleversement? Tu as dit florilège de sociétés. Quel est ton avis là-dessus? Je pense qu'il y a besoin de deux choses. La première chose, c'est qu'il y a besoin d'un encadrement réglementaire. C'est ce que la France et l'Europe font à merveille. C'est ce que les pays africains sont en train de faire. Il faut qu'il y ait un encadrement juridique et réglementaire de toutes ces technologies. Il faut que l'éthique ne quitte jamais le raisonnement dans le cadre d'une conception d'une IA, parce que c'est un magnifique outil, mais qui doit être très encadré, comme une arme. Une arme, ça peut être très intéressant, mais si c'est mis dans de mauvaises mains, ça peut être très dangereux. C'est exactement le même sujet. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un cadre réglementaire qui soit posé. Ce cadre réglementaire, il est très bien posé en France, en Europe. Il faut qu'il évolue aussi vite que la technologie. C'est ce que met en place le gouvernement aujourd'hui. On voit des nouveaux métiers arriver. Le Data Protection Officer, qui n'existait pas il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont enregistrés, accrédités à la CNIL. Donc, il faut que le cadre évolue autour de la tech. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas qu'on soit lent, parce que les autres vont très vite. Et que stratégiquement, il y a un réel enjeu politique à l'échelle mondiale, parce qu'on a les GAFA qui vont très vite avec énormément de données sur énormément de sujets, et on a les pays avec des régimes autoritaires qui ont des données de leurs citoyens depuis très longtemps
qui technologiquement peuvent être très avancées. Je prends l'exemple de Singapour ou de la Corée, même la Corée du Sud, hein, sans parler de la Corée du Nord, qui ont eu une gestion de l'épidémie à l'échelle territoriale qui était bien meilleure. Pourquoi? Oui, il y a une partie culturelle, parce que ces gens qui ont l'habitude de porter des masques, qui ont l'habitude de faire attention, mais il y a aussi une partie gouvernementale et gérée par la tech, parce qu'on savait déjà qu'on pouvait utiliser nos données, parce que les données elles appartenaient à l'État et non aux citoyens. Attention, ce n'est pas ce vers quoi il faut qu'on arrive. Et c'est là que le cadre réglementaire que tu as cité en première partie de l'argumentation est important. Par contre, il ne faut pas être trop lent. Donc, c'est-à-dire que ce cadre réglementaire, il doit laisser aux start-upers et aux innovateurs la possibilité de pouvoir créer des IA. Parce que si aujourd'hui, on a besoin d'aller chercher des IA dans d'autres pays, la data elle va être stockée ailleurs. Et d'un point de vue politique et stratégique, on va perdre énormément de puissance. Et c'est une des raisons pour lesquelles Friday Jones, ça a été une des boîtes dans lesquelles l'État a beaucoup investi, qui a fait une très grosse levée de fonds. C'est une des premières IA dans le cadre de la défense. Et c'est la première fois que le ministère des Armées investissait autant dans une start-up privée à l'origine. Il y a des accords cadres très, très restreints avec l'État. Parce que l'IA et la data, aujourd'hui, c'est un réel enjeu stratégique et géopolitique. Donc, si on veut demain pouvoir rester compétitif à l'échelle mondiale, il faut que vous et nous, on prenne le sujet à bras le corps. Dans le domaine de la santé, c'est capital. Parce que celui qui maîtrise la santé, il maîtrise tout. On a vécu notre première guerre sanitaire avec le Covid, entre guillemets. Celui qui avait le médicament, celui qui avait le vaccin gagnait, avait moins de morts. Ça risque de continuer comme ça à l'avenir parce qu'on se rend bien compte que la santé des citoyens aujourd'hui, c'est la première chose dans laquelle ils sont prêts à investir. Sauf que la donnée de santé de ces citoyens, c'est ce qui va permettre de prévenir aussi les maladies, de faire un autre type de médecine, qui est une médecine prédictive, qui va être une médecine qui va essayer d'éviter que les maladies apparaissent pour éviter d'aller les soigner derrière, donc qui sera moins coûteuse. Et ça marche aussi très très bien dans le cadre de la démarche environnementale. Est-ce que ça vaut le coup d'aller enlever des choses existantes ou est-ce que dès leur conception, il faudrait qu'on ait cette dynamique-là? La data, ça pollue. Donc, ça veut aussi dire qu'il faut qu'on en ait conscience quand on conçoit ce type de technologie. Et d'un point de vue sociétal, c'est très important aussi. On le voit, hein, le nombre de personnes qui disent aujourd'hui que l'IA va les remplacer. C'est un vrai souci de formation et je pense qu'on doit aussi le prendre à bras le corps et que c'est notre mission à tous. Parce que ce n'est pas les autres qui le feront. Et si on ne le fait pas, on va perdre beaucoup. Donc, c'est un vrai enjeu national, je pense. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions peut-être, on passe à la question-réponse, sur l'entrepreneuriat, pas forcément sur la médecine, je sais qu'on en a un peu parlé sur la fin. Oui, n'hésitez pas si vous avez des sujets autres. Hein. Tu m'as lancé là-dessus, Pierre. Sur la manière d'entreprendre, etc. Moi, c'est vrai que c'est la médecine, j'aime bien, donc je peux en parler encore longtemps. Mais voilà, pour rappel, le challenge d'IA for Tomorrow, n'hésitez pas, bien évidemment, à aller voir. Tout est disponible sur LinkedIn ou sur le site d'IA for Tomorrow. Voilà. Je vous encourage, même ceux qui n'ont pas de projet en tête, à vous inscrire sur le Airtable, parce que dans les sessions d'idéation, on pourra vous greffer à d'autres projets. Et sinon, il y a des projets qui vont sortir de l'ONU par Elise Buckle, de l'hôpital par certains médecins, peut-être de Monsieur O du ministère, et sur lequel on va devoir staffer des étudiants. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous n'avez pas forcément aujourd'hui l'idée du siècle, n'hésitez pas à vous inscrire. On essaiera de vous mettre en relation et de faire un matchmaking entre participants. Je pense que c'est très intéressant aussi. Parfait. Alors, on n'a pas de questions en chat pour l'instant. Ah, une question de… Mais si on n'a pas de projet, qu'est-ce qu'on va leur apporter Alors, je répète la question, peut-être qu'il n'y a pas entendu. On disait, mais si on n'a pas de projet, qu'est-ce qu'on peut apporter à ce challenge? On va te greffer un projet. C'est justement le sujet. C'est qu'il y a des étudiants qui vont avoir un projet, mais ils n'auront pas forcément l'équipe derrière. Typiquement, demain, il y a 2 étudiants de l'Epitech en data science qui ont un projet génial. Ils ne peuvent pas faire sans un profil comme le tien. Je ne sais pas qui est-ce qui a posé la question. La pluridisciplinarité de l'équipe fait partie des critères de sélection de l'équipe. Donc, on va aller justement interconnecter les étudiants en France et dans le monde pour pouvoir faire naître des équipes pluridisciplinaires qui feront derrière naître des projets qui seront ambitieux, mais surtout des projets qui auront de l'avenir. Donc, la crainte, il n'y a pas de crainte à avoir de ne pas être dans le projet. Justement, il y a moyen de
d'avoir n'importe quel type de projet et surtout d'avoir une réalité de terrain qu'on n'a pas forcément à l'école ou dans son secteur, et là de concrètement voir ce que c'est l'intelligence artificielle ou même des projets autour de l'IA et des sujets connexes. Absolument. Peut-être une autre question sur le chat, n'hésitez pas. Moi, j'en aurais une autre sur cette manière-là d'entreprendre. Tu as parlé du fait que pour créer sa société, il y a toutes ces compétences-là business. Et justement, comment des personnes qui, par exemple, ne seraient pas forcément issues d'écoles de commerce, plus d'écoles ingénieurs, etc., peuvent réussir à avoir cette vision d'ensemble qu'a l'entrepreneur de manière générale. Comment, par exemple, le challenge peut te permettre, à moi je suis étudiant en école de commerce, mais à d'autres personnes qui ne sont pas forcément de ce milieu-là, à imaginer, à concevoir sa société pendant le challenge ou même plus globalement. Ça va être la qualité des coachs et des mentors qu'on va attribuer par projet. Quand on prend le projet, on va aller chercher les failles du projet dans la fameuse phase d'étude du dossier qui va nous être remis. Et avec justement ce collège d'experts, on va regarder où peuvent être les failles de l'équipe. Et en fonction de ça, on va mettre des personnalités pour accompagner le projet qui répondront à ces failles. Donc, un projet où on a une équipe très business, on va aller apporter plus d'éléments techniques. Donc, un professeur de l'Epitech, un ou deux CTO qui vont pouvoir aller enrichir l'équipe d'un point de vue technique parce qu'elle n'a pas forcément besoin d'être très enrichie d'un point de vue business. Et donc, en fait, l'accompagnement des équipes, quand il est sur mesure et qui sera en fonction de l'équipe et de son projet, c'est réel. C'est que toutes les équipes n'auront pas exactement la même équipe d'accompagnement. Ce sera complètement designé en fonction de ses besoins et des besoins qu'on va identifier et qu'elle va nous notifier aussi dans son dossier d'inscription. Très bien, écoute, je vois qu'il n'y a pas trop de questions. Je vais peut-être te laisser un mot de la fin, etc. Si tu veux. N'hésitez pas, hein, s'il y a une question qui arrive, bien évidemment, la prendre. Mais voilà, si tu veux faire peut-être quelque chose dont on n'aurait pas abordé. N'hésitez pas s'il y a une question. Quelque chose qu'on n'aurait pas abordé, dont tu souhaiterais parler. Non, moi je pense que si vous avez du temps et que vous voulez vous investir dans quelque chose qui fait sens, vous êtes les bienvenus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si elles ne sont pas maintenant, ce n'est pas grave. Vous pouvez m'envoyer un message sur LinkedIn et j'y répondrai avec joie. N'hésitez pas à aller voir le site internet si vous avez des questions précises sur l'Innovation Challenge auxquelles je n'ai pas besoin de répondre. Le calendrier, la procédure. Mais très sincèrement, je suis à votre entière disposition. J'espère que je ne vous ai pas saoulé, que vous allez pouvoir aller vous mettre une bière tranquillement au bar. Parce que j'aimerais bien pouvoir le faire avec vous. Malheureusement, là, je suis encore à Paris. Mais voilà un petit peu. Je ne vois pas d'éléments beaucoup plus importants. Moi, je passe un bon moment et j'espère que vous aussi. Et je suis à votre entière disposition. Et j'espère surtout vous revoir sur le concours parce que je pense qu'il y a un réel intérêt et que vous pouvez le faire rentrer aussi dans le cadre de votre parcours à l'EM Lyon. Il peut valider des ECTS dans le cadre… j'ai plus le nom. C'est pareil, ça, je peux vous y répondre sur LinkedIn. Mais je sais que l'EM Lyon va être de CTS pour les participants à l'Innovation Challenge. Donc, c'est aussi quelque chose qui est pertinent dans le cadre de votre parcours et que vous pourrez valoriser. Écoute, merci beaucoup, Lucas. Bien évidemment, on peut te retrouver sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, mais aussi complètement avec plaisir. Sur IA for Tomorrow, bien évidemment. Merci beaucoup de nous avoir donné de ton temps. Je pense que ça a été très instructif. La rediffusion sera évidemment disponible sur la chaîne YouTube de Plug and Play et sur la page de l'événement Facebook. C'était donc la deuxième conférence qu'on a eue aujourd'hui. Demain, on se retrouve, on parlera d'IA responsable, tout ça. Et vraiment, merci beaucoup, Lucas, de ton temps de nous avoir présenté, vraiment d'essayer un peu de casser ces clichés, de donner à des jeunes l'envie de se lancer là-dedans. Et voilà, on a pris la médecine comme exemple. Mais il y a vraiment plein d'autres domaines. Donc voilà, merci encore, Lucas. Je te souhaite une très bonne fin d'après-midi et à la prochaine. Merci à tous.